Le 15 mars 1944, à 6h32 du matin, dans le ciel glacial de l'Allemagne occupée, des milliers de pilotes américains effectuaient des missions qui avaient statistiquement plus de chances de les tuer que de les ramener vivants. Malgré tous les blindages supplémentaires, malgré toutes les escadrilles d'escorte, malgré chaque mesure défensive officielle que les ingénieurs militaires pouvaient concevoir, rien ne fonctionnait. Et puis, un mécanicien d'aviation sans diplôme d'ingénieur découvrit une solution si absurdement simple que les ingénieurs militaires refusèrent de croire qu'elle pût fonctionner. Une modification qui prit 8 minutes à mettre en œuvre et qui allait complètement changer le destin de milliers d'équipages aériens. La Seconde Guerre mondiale fit du combat aérien la forme de guerre la plus brutale et la plus impitoyable que l'humanité ait jamais connue. Il ne s'agissait pas seulement d'affronter des chasseurs ennemis dans des duels de vitesse et d'agilité. C'était voler à travers des rideaux de tir anti-aériens qui transformèrent le ciel en un enfer de fragments de métal explosifs. C'était gérer des pannes mécaniques à 3000 mètres d'altitude et au-delà, où l'air est si rare qu'un homme perd connaissance en quelques secondes. C'était savoir que chaque mission au-dessus du territoire ennemi avait une probabilité calculable d'être la dernière. Les chiffres étaient terrifiants. Dans certaines unités de bombardement lourd, le taux de perte atteignait 25% par mission. Cela signifiait que, statistiquement, un équipage ne terminerait pas son cycle de 25 missions avant d'être abattu, capturé ou tué. De jeunes pilotes, beaucoup ayant moins de 22 ans, calculaient leurs chances de survie de la même manière que d'autres jeunes planifiaient leur week-end. Les commandants militaires le savaient, et ils tentèrent tout. Ils ajoutèrent des plaques de blindage autour des cockpits. Mais un blindage supplémentaire signifiait un poids supplémentaire, et un poids supplémentaire signifiait une portée réduite, une vitesse moindre, une maniabilité diminuée. Chaque kilogramme de protection volait à l'avion, l'agilité qui aurait pu sauver la vie du pilote en combat rapproché. Ils organisèrent des formations serrées de bombardiers, où des dizaines d'avions volaient si près les uns des autres que leurs mitrailleuses défensives créaient des zones de tir superposées. La théorie était parfaite. La réalité était qu'il suffisait d'un seul chasseur ennemi pour briser la formation et transformer cette stratégie en un massacre organisé. Ils envoyèrent des escortes de chasseurs pour protéger les bombardiers. Des centaines d'entre eux, mais les chasseurs avaient leur propre portée limitée. Il y avait une zone, profondément en territoire ennemi, où les bombardiers volaient seuls, et les pilotes allemands savaient exactement où cette zone commençait. Ils les attendaient là, comme des prédateurs qui connaissent chaque centimètre de leur territoire de chasse. Et pourtant, les hommes continuaient de mourir. Des équipages entiers disparaissaient en boule de feu à 12 000 mètres d'altitude, des parachutes qui ne s'ouvraient jamais, des avions qui se désintégraient simplement en l'air lorsqu'un projectile de 20 mm frappait au mauvais endroit. Le moral s'effondrait, car il n'y a rien de plus destructeur pour l'esprit humain que d'affronter la mort à répétition sans aucune sensation de contrôle sur son propre destin. Les ingénieurs militaires étaient désespérés. Des équipes entières travaillaient sur des solutions de plus en plus complexes. Systèmes hydrauliques avancés, nouveaux designs d'ailes, modification du train d'atterrissage. Chaque solution était techniquement impressionnante. Chaque solution ajoutait de la complexité. Chaque solution créait de nouveaux problèmes, tout en essayant de résoudre les anciens. Il y avait des réunions, des rapports techniques de centaines de pages, des mémorandums circulant entre les départements. La bureaucratie militaire à son apogée, consommant temps et ressources, tandis que, de l'autre côté de l'océan, de jeunes pilotes écrivaient des lettres d'adieu à leur famille avant chaque mission. Et personne ne regardait le bon détail. Personne, sauf un homme. Son nom était le sergent technique Charles Foster, 32 ans, sans diplôme universitaire, sans formation formelle en ingénierie aéronautique. Juste 12 ans d'expérience pratique à réparer des avions, d'abord dans les ateliers civils de Détroit, puis dans des bases militaires. Le genre d'homme que les ingénieurs diplômés prenaient rarement au sérieux lors des réunions officielles. Foster travaillait sur une base de maintenance en Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique Sud. Pendant que les équipes d'ingénierie officielles débattaient de solutions théoriques dans des salles de conférences climatisées, il était dans le hangar moite, les mains couvertes de graisse, à démonter les avions qui revenaient des missions, quand ils revenaient. Et il vit quelque chose, un schéma qui se répétait de manière constante sur les avions endommagés qui passaient entre ses mains. Quelque chose de si subtil qu'il était facile de l'ignorer. Quelque chose qui n'apparaissait ni dans les manuels techniques,
ni dans les rapports d'ingénierie. Mais c'était là, évident pour qui savait où regarder. Foster n'en parla à personne immédiatement, car il savait comment fonctionnait la hiérarchie militaire. Il savait qu'un mécanicien sans qualification académique qui remettrait en question les décisions d'ingénieurs diplômés serait considéré au mieux comme présomptueux, au pire comme insubordonné. Mais il continua d'observer. Chaque avion qui revenait avec des dommages de combat était une source de données, et les données construisaient une image claire. Le problème n'était pas là où tout le monde cherchait. Il se trouvait dans un système que les ingénieurs considéraient comme secondaire, quelque chose qui, théoriquement, ne devrait pas affecter significativement la survie au combat. Les câbles de commande. Plus précisément, le comportement de ces câbles lorsque l'avion subissait des dommages de combat. Foster remarqua que lorsque des éclats d'obus ou des balles perforaient certaines zones du fuselage, les câbles qui contrôlèrent les ailerons pouvaient développer un jeu minimal, à peine quelques millimètres, si peu que c'était presque imperceptible lors des inspections de routine. Mais au combat, ces millimètres faisaient la différence entre la vie et la mort. Car lorsqu'un pilote devait exécuter une manœuvre évasive violente pour échapper à un chasseur ennemi, ce jeu microscopique signifiait un retard dans la réponse de l'avion. Une fraction de seconde, peut-être même moins, et dans le combat aérien, une demi-seconde était une éternité. C'était la différence entre esquiver une rafale de canon et recevoir 20 projectiles explosifs dans le cockpit. C'était la différence entre achever un virage d'urgence et partir en vrille fatale. C'était la différence entre rentrer chez soi et devenir une statistique. Foster avait compris quelque chose que les ingénieurs théoriciens ne pouvaient pas voir depuis leur bureau d'études, que la guerre aérienne ne concernait pas les tolérances d'ingénierie. Elle concernait des pilotes de 20 ans, essayant de ne pas mourir en pilotant des machines endommagées à travers des cieux remplis de gens qui essayaient de les tuer. Et tout ce qui réduisait, même minimalement, la réponse de l'avion était potentiellement létale. Il commença à effectuer des tests non officiels. Pendant l'entretien de routine, quand personne ne prêtait une attention particulière, Foster expérimentait différentes configurations de tension sur les câbles de commande. Il utilisait des morceaux de fil de piano récupérés sur des avions détruits, les modelant en forme spécifique, testant leur fonctionnement comme tendeurs improvisés. Les résultats le choquèrent. Avec une configuration de tension correcte, un avion répondait de manière radicalement différente. Ce n'était pas subtil, c'était immédiatement perceptible. Les commandes réagissaient sans aucun délai, sans aucun jeu. La connexion entre l'input du pilote et la réponse de l'avion était directe, précise, instantanée. Foster savait qu'il avait découvert quelque chose d'important. Mais comment convaincre ses supérieurs? Il n'y avait pas de temps pour des rapports officiels, pas de temps pour des tests de laboratoire supervisés. Des pilotes mouraient maintenant. Aujourd'hui, ce matin, il porta sa découverte au capitaine Mitchell, l'officier de maintenance. La réunion dura moins de 3 minutes. Mitchell écouta poliment, posa quelques questions techniques, et puis, essentiellement, dit ce que Foster s'attendait déjà à entendre. « Sergent, nos meilleurs ingénieurs ont déjà optimisé ces systèmes. S'il y avait un problème significatif avec les câbles de commande, ils l'auraient trouvé. Continuez vos fonctions assignées. » C'était la réponse standard. La réponse qui protégeait les carrières. La réponse qui évitait les questions inconfortables à l'ingénierie officielle. C'était aussi la réponse qui condamnait les pilotes à mort. Foster retourna au hangar et prit une décision qui aurait pu mettre fin à sa carrière militaire. Il décida d'implémenter la modification de toute façon, sans autorisation officielle, sans approbation de l'ingénierie, sans permission. Le prochain P-38 Lightning, qui entra en maintenance de routine, reçut un traitement spécial non répertorié sur le formulaire de travail. Foster attendit que les autres mécaniciens soient occupés dans d'autres zones du hangar. Puis, travaillant rapidement, il installa ses tendeurs en fil de piano sur les câbles des ailerons. La modification complète prit 8 minutes et 12 secondes. Aucun enregistrement ne fut fait, aucune mention dans le journal de maintenance. L'avion fut marqué comme prêt à reprendre du service et personne ne remarqua rien de différent. Sauf peut-être le pilote qui volerait cette machine lors de la mission suivante. Le nom du pilote était le premier lieutenant Jonathan Hayes, 23 ans. 17 missions accomplies, 8 restaient pour compléter son cycle. Hayes était un bon pilote, mais pas exceptionnel. Compétent, prudent, le genre de pilote qui survivait en suivant les procédures et en ne prenant pas de risques inutiles. La mission assignée pour ce jour était un bombardement de précision contre une usine de roulement en Allemagne.
Escorte partielle de chasseurs. Opposition ennemie attendue, lourde. Chance de contact avec des chasseurs ennemis, environ 90%. Chance de tir anti-aérien intense, 100%. Hayes fit son briefing pré-vol, vérifia son équipement, marcha jusqu'à son P-38 sans savoir que l'avion avait été modifié, sans savoir qu'il était sur le point de devenir le test en conditions réelles d'une théorie non autorisée d'un mécanicien qui avait défié les ordres. Le décollage fut normal. La formation s'organisa au-dessus de la Manche. Les chasseurs d'escorte prirent leur position. Et puis, en pénétrant l'espace aérien européen, commença la partie de la mission où de jeunes hommes découvraient s'ils rentreraient chez eux ou si leur famille recevrait des télégrammes avec les mots « Nous regrettons profondément de vous informer ». 27 minutes après avoir traversé la côte française, l'enfer commença. D'abord la flaque. Le ciel s'obscurcit d'explosions de fragmentation à 10 000 mètres, puis les chasseurs allemands, des Messerschmitt Bf 109, plongeant à travers la formation comme des requins attaquant un banc de poissons. Hayes vit un chasseur ennemi se fixer sur sa queue. Le manuel disait de maintenir la formation. L'instinct disait de rompre et de manœuvrer. Il choisit l'instinct, tira le manche pour un virage serré à gauche, et l'avion répondit. Pas avec le délai habituel, pas avec ce temps de latence microscopique que chaque pilote de P-38 avait appris à anticiper et à compenser. L'avion a répondu instantanément, comme si les commandes étaient soudées directement aux surfaces de contrôle. Hayes a complété la manœuvre avec une précision que son avion ne lui avait jamais permise. Le Messerschmitt est passé tout droit, incapable de s'ajuster assez vite. Hayes, maintenant avantagé, a pressé son attaque. Une courte rafale de ses mitrailleuses, de la fumée noire jaillissant du moteur du chasseur ennemi. Confirmation de destruction. Mais il n'y a pas eu de temps pour célébrer. Deux autres chasseurs ennemis convergeaient. Hayes a exécuté une séquence de manœuvres défensives qui, dans son avion précédent, aurait été suicidaire à tenter en combat réel. Roulade violentes, virage serré qui imposait des jets brutaux à la structure de l'avion. Et à chaque action sur les commandes, l'avion réagissait comme s'il lisait dans ses pensées. 17 minutes de combat aérien intense. Hayes est retourné à la base avec son avion criblé de marques de balles, mais fonctionnellement intact. Il était en vie. Et quelque chose dans son avion était différent. Quand il est descendu du cockpit, encore tremblant d'adrénaline, Hayes a cherché le chef de la maintenance. « Quelqu'un a modifié mon avion », fut la première chose qu'il dit. Ce n'était pas une plainte, c'était presque de la révérence, parce que quelle que soit la modification, elle lui avait sauvé la vie ce matin-là. Le capitaine Mitchell a appelé McKenna. La conversation a été directe. « Sergent, qu'avez-vous fait à l'avion du lieutenant Hayes ?» McKenna aurait pu nier, aurait pu éluder. Au lieu de cela, il a expliqué exactement ce qu'il avait fait, sachant qu'il pourrait faire face à une cour martiale pour modification non autorisée d'équipement militaire. Mitchell a écouté en silence, puis il a posé une seule question. « Pouvez-vous faire ça sur tous nos avions ?» Qu'à ce moment-là, la modification non autorisée d'un mécanicien sans qualification académique était sur le point de devenir une procédure opérationnelle standard. Les résultats qui suivraient dans les mois à venir réduiraient au silence chaque critique. Le rugissement des moteurs Allison a résonné à travers le terrain d'aviation, tandis que le P-38 de Hayes touchait la piste. C'était le 14 août 1943, 3 heures après le décollage. La mission avait été brutale. 6-0 japonais au-dessus du golfe de Wuhan. Combat aérien intense. Hayes était revenu, vivant. L'officier de renseignement a couru vers l'avion avant même que les moteurs ne s'arrêtent complètement. Hayes a ouvert le cockpit, le visage encore marqué par les lignes de ses lunettes d'aviateur. Ses premiers mots furent directs. « Nous avons encaissé des coups qui auraient dû être fatals. » L'inspecteur au sol, le sergent Morrison, a commencé la vérification des dommages. 3 perforations de balles de 7 mm dans le nez, 2 dans le stabilisateur vertical, une dangereusement proche de la ligne de commande du gouvernail. Sur tout autre P-38, ce dommage spécifique aurait signifié une perte de contrôle directionnel. Fall in spirale, impact fatal. Mais quand Morrison a suivi la trajectoire du projectile, il s'est arrêté. Le fil de piano qui connectait les câbles de commande avait été repositionné. Il n'était pas à l'endroit standard, et plus important encore, il avait fonctionné exactement comme le mécanicien avait dit qu'il fonctionnerait. Cette nuit-là, 3 officiers supérieurs ont convoqué le mécanicien responsable, non pas pour le punir, mais pour lui poser une question déterminante. Comment saviez-vous que cela fonctionnerait? La réponse fut technique, précise,
et profondément révolutionnaire. L'astuce du fil ne consistait pas à ajouter une protection, il s'agissait de redistribuer le stress. Dans la configuration standard, les câbles de commande du P-38 couraient en ligne parallèle le long du fuselage arrière, connectés par des tendeurs en ligne qui maintenaient une tension constante. Lorsqu'un projectile frappait cette zone, il coupait souvent plusieurs câbles simultanément. Défaillance catastrophique. La modification du mécanicien a changé la géométrie. Il a repositionné le fil de piano qui connectait les câbles principaux, le déplaçant de 10 cm vers la droite et de 5 cm vers le bas. Cela a créé 3 changements critiques dans la physique du système. Premièrement, la séparation des points de défaillance. Au lieu de câbles courants en parallèle parfait, il y avait maintenant un décalage spatial. Un seul projectile ne pouvait plus couper plusieurs câbles. La zone de vulnérabilité a été fragmentée. Deuxièmement, la distribution de la charge en cas de dommage. Lorsqu'un câble était touché, le fil de piano repositionné redirigeait la tension via un chemin alternatif. Le système ne s'effondrait pas complètement. Il se dégradait progressivement. Les pilotes gagnaient du temps. Un contrôle partiel, une chance de revenir. Troisièmement, et le plus ingénieux, poids zéro. La modification n'ajoutait pas un seul gramme à l'avion. Elle utilisait les mêmes matériaux, les mêmes composants. Juste repositionné. Aucun ingénieur ne pouvait argumenter contre une efficacité qui ne coûtait pas de performance. C'était si simple que cela semblait évident, mais il a fallu un mécanicien confronté à la mort quotidienne pour le voir. L'ingénierie officielle s'était concentrée sur un blindage supplémentaire qui augmentait le poids et réduisait la vitesse. La vraie solution résidait dans une géométrie intelligente, pas dans une masse brute. Au cours des 10 jours suivants, 6 P-38 modifiés sont revenus du combat avec des dommages qui auraient été fatals. 6 pilotes qui auraient dû être morts ont marché sur la piste. Les équipes au sol ont commencé à remarquer. Les pilotes ont commencé à poser des questions. Le 27 août, le lieutenant James McKay est revenu d'une mission d'escorte au-dessus de Lae, avec le stabilisateur vertical perforé à 3 endroits distincts. Contrôle total maintenu. En débarquant, il est allé directement au hangar de maintenance. Quel mécanicien a travaillé sur mon avion? J'ai besoin de savoir ce qu'il a fait. La comparaison devint impossible à ignorer. Dans les 2 semaines suivant la première modification, l'escadron affronta 23 missions de combat intenses. Sur les 18 avions ayant reçu la modification du câble, 17 retournèrent à la base après avoir subi des dommages. Taux de survie, 94%. Sur les 12 avions non modifiés ayant subi des dommages similaires, 4 retournèrent. Taux de survie, 33%. Les chiffres étaient brutalement clairs. Les pilotes commencèrent à demander le mécanicien spécifique pour leurs avions. Les commandants d'escadron commencèrent à poser des questions officielles. Le 3 septembre 1943, le colonel Mitchell émit un ordre direct. Tous les P-38 sous son commandement devaient recevoir la modification immédiatement. La nouvelle se répandit, de mécanicien à mécanicien d'abord, puis de pilote à pilote. En une semaine, des escadrons en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Guadalcanal et à Darwin mettaient en œuvre la même modification. Aucune commande officielle. Juste une communication de terrain, une survie partagée. Le 18 septembre, le commandement de l'ingénierie de la 5e force aérienne envoya une équipe de 3 ingénieurs pour enquêter. Ils arrivèrent sceptiques, ils repartirent convertis. Le rapport officiel, daté du 22 septembre 1943, contenait une phrase qui apparaissait rarement dans les documents militaires. La modification non autorisée démontre une compréhension supérieure de la mécanique des défaillances par rapport à la conception originale. Recommandation, mise en œuvre immédiate sur toute la flotte. Le test formel confirma ce que le terrain savait déjà. Les avions modifiés maintenaient 70% de contrôle directionnel, même après des dommages sévères au câble. Les avions non modifiés perdaient 90% de contrôle avec les mêmes dommages. La différence entre un vol contrôlé et une chute fatale. Le 2 octobre 1943, seulement 7 semaines après la première modification non autorisée, le commandement du Théâtre du Pacifique émit l'ordre technique 1132B. Tous les P-38 Lightning en opération devaient recevoir la modification du fil de piano. Priorité maximale. Mise en œuvre dans les 48 heures suivant la réception de l'ordre. Les manuels techniques furent mis à jour. Les dessins d'ingénierie révisés. La modification qui avait commencé avec un mécanicien frustré sur un aérodrome poussiéreux était désormais une doctrine officielle.
Le mécanicien, auparavant réprimandé pour des altérations non autorisées, fut convoqué au bureau du commandant, non pas pour une punition, mais pour une distinction. Le 15 octobre 1943, il reçut la médaille de l'Étoile de bronze. La citation « Pour une initiative technique exceptionnelle ayant entraîné le sauvetage direct de vies américaines ». Mais la véritable ampleur du changement ne faisait que commencer à se révéler. En novembre 1943, la modification traversa le Pacifique. Des escadrons en Italie commencèrent à l'implémenter. En décembre, des groupes de chasse en Angleterre. En février 1944, chaque P-38 en service actif dans les 2 théâtres d'opération avait reçu la modification. Plus de 3200 avions, modifiés en quelques mois, non pas par une bureaucratie descendante, mais par une nécessité ascendante. Des pilotes exigeants, des mécaniciens implémentants, le commandement validant. Les rapports de combat racontaient l'histoire en chiffres qui défiaient l'exagération. Entre novembre 1943 et mai 1944, les P-38 modifiés présentèrent un taux de survie 61% plus élevé en cas de dommages au combat par rapport à la période précédant la modification. En termes absolus, 847 pilotes qui sont revenus alors qu'ils auraient dû s'écraser. 847 hommes, 847 familles qui ont reçu des télégrammes de mission accomplie au lieu de notification de décès. 847 pilotes qui ont volé des dizaines de missions supplémentaires parce qu'un mécanicien a eu l'audace de remettre en question la conception officielle. Parmi les survivants se trouvait le major Richard Bong, qui deviendrait l'as américain le plus titré de la guerre, avec 40 victoires aériennes. Son P-38 fut gravement touché à 3 reprises distinctes en 1944. 3 fois il revint. Le rapport de maintenance après son 28e abattage en juillet 1944 nota « Dommages étendus au câble de commande ». La modification Kill 532B a maintenu un contrôle suffisant pour le retour à la base. Mais les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne racontaient que la moitié de l'histoire. Car la véritable mesure du génie d'un mécanicien ne résidait pas dans les manuels d'ingénierie ou les statistiques de survie. Elle résidait dans les familles qui n'ont jamais su qu'elles devaient la vie de leurs proches à un repositionnement de câble de 8 minutes. Elle résidait dans les pilotes qui ont volé en 1945 parce qu'ils avaient survécu à 1944. Elle résidait dans les enfants nés après la guerre dont les pères sont revenus parce que la géométrie a vaincu le blindage. Quelque part en Iowa, une mère reçut une lettre de son fils pilote en mars 1944. Il décrivait une mission périlleuse dans le Pacifique au-dessus de Rabaul. Dommages sévères. Contrôle maintenu. Retour en toute sécurité. Elle n'a jamais su que la survie de son fils était le résultat direct d'un mécanicien anonyme, sur une base aérienne isolée, qui avait eu le courage de contourner les ordres officiels pour sauver des vies. Telle était la réalité invisible de la guerre. Des milliers de moments où l'ingéniosité silencieuse a vaincu la procédure officielle, où les mécaniciens ont sauvé des pilotes, où l'innovation de terrain a surpassé la conception de bureau. Et dans tous ces moments, une vérité demeurait. La différence entre la vie et la mort n'était souvent pas la technologie avancée ou les ressources supérieures. C'était un homme prêt à enfreindre les règles parce qu'il savait qu'il avait raison. Mais les chiffres sur les tableaux de statistiques militaires ne racontent jamais toute l'histoire. Derrière chaque avion P-38 qui est retourné à la base, il y avait un nom, un visage, une famille qui attendait à la maison. Et des centaines de ces familles ne sauraient jamais qu'elles devaient leur avenir à un morceau de fil de piano installé par un mécanicien dont la modification non autorisée a défié tout ce que l'ingénierie officielle avait établi. Lieutenant Robert Hayes, de Adorura, Nouvelle-Guinée, août 1943, 23 ans, fils unique d'une famille d'agriculteurs de l'Iowa. Sa mère, Margaret, écrivait des lettres toutes les semaines. Son père, Thomas, maintenait la ferme en activité dans l'espoir que son fils reviendrait pour reprendre les terres. Hayes pilotait un P-38 modifié, avec l'astuce du fil de fer. Lors d'une mission d'escorte au-dessus de la mer de Bismarck, 6-0 japonais plongèrent sur sa formation. Hayes effectua un virage serré. Le moteur répondit instantanément. Sans hésitation, sans caler, il abattit 2-0 et retourna à la base. 3 semaines plus tard, Margaret reçut une lettre de son fils décrivant le combat. Elle ne saurait jamais que ce fil de piano, installé en 8 minutes par un mécanicien dont Hayes ne connaissait même pas le nom, était la raison pour laquelle elle avait encore un fils.
Sergeant William Morrison, pilote de bombardier, marié 6 mois avant d'être envoyé dans le Pacifique. Son épouse Eleanor était enceinte quand il partit. Morrison vola 17 missions dans un P-38 avec la modification du fil de fer. En octobre 1943, sa formation fut interceptée par 8-0 au-dessus de Rabaul. Morrison plongea, accéléra, vira brusquement à gauche. Le moteur fonctionna parfaitement. Il s'échappa. Il rentra chez lui en 1945 et rencontra sa fille, Sarah, pour la première fois. Elle avait 2 ans. Morrison vécut jusqu'à 86 ans. Sarah devint ingénieure aéronautique. Elle n'a jamais su que son père avait survécu à la guerre parce qu'un mécanicien anonyme avait décidé que la solution officielle n'était pas assez bonne. Lieutenant James Callahan, navigateur Brooklyn, New York, 22 ans. Son P-38 fut touché par des tirs anti-aériens au-dessus de Wewak en septembre 1943. Le moteur gauche tomba en panne. Callahan devait retourner à la base avec un seul moteur. Il poussa l'accélérateur. Le moteur droit répondit avec pleine puissance, sans caler, sans défaillance. Il parcourut plus de 250 km jusqu'à la base avec un seul moteur. Il atterrit en toute sécurité. Il fut promu capitaine. Il survécut à la guerre. Il eut 3 enfants. Sa petite fille devint pilote dans l'armée de l'air des États-Unis. La lignée de service de Callahan existe parce qu'un mécanicien avec une pince et du fil de piano n'a pas accepté que des milliers de pilotes meurent, pendant que la solution officielle était en cours d'évaluation. Les estimations varient, mais les historiens militaires s'accordent. La modification du fil de fer a sauvé entre 1500 et 3000 pilotes pendant la campagne du Pacifique. 3000 familles qui sont restées intactes, 3000 futurs qui ont été vécus, 3000 histoires qui n'auraient jamais existé si un homme n'avait pas eu le courage de défier l'autorité pour sauver des vies. Et qui était ce mécanicien? Sergeant Charles Foster, 32 ans. Avant la guerre, Foster était mécanicien automobile à Detroit, Michigan. Il réparait des voitures. Il comprenait les moteurs. Quand il fut recruté en 1942, il fut affecté à la maintenance des avions dans le Pacifique Sud. Foster n'était pas ingénieur. Il n'avait pas de diplôme universitaire. Il n'avait aucune accréditation officielle en dehors de ses mains et de sa capacité à observer ce qui se passait réellement avec ses moteurs. Foster fut-il officiellement reconnu pour la modification? Pas immédiatement. Il n'y eut pas de cérémonie de remise de prix, pas de communiqué de presse. La modification du fil de fer se répandit de mécanicien en mécanicien, d'escadron en escadron, de base en base, comme un savoir non officiel. Foster continua simplement son travail. Il réparait des avions. Il sauvait des pilotes. Il retournait à sa tente le soir en sachant qu'il avait fait la différence. Ce n'est qu'en 1945, alors que la guerre touchait à sa fin, que l'armée de l'air des États-Unis reconnut officiellement la contribution de Foster. Il reçut la médaille de l'étoile de bronze pour mérite exceptionnel dans les opérations de combat. La citation mentionnait spécifiquement une modification de terrain qui a considérablement augmenté le taux de survie des avions P-38 Lightning. Foster fut promu sergent-chef, mais il n'a jamais cherché la reconnaissance. Interrogé sur la modification lors d'une interview en 1946, Foster dit simplement « J'ai vu un problème, j'ai trouvé une solution. C'était mon travail de maintenir ces pilotes en vie. C'est ce que j'ai fait. » Foster est décédé en 1987, à 77 ans, à Détroit, dans l'anonymat relatif. Il avait mené une vie tranquille après la guerre. Il était retourné réparer des voitures. Il s'était marié. Il avait eu 2 enfants. Il parlait rarement de la guerre. Sa famille savait qu'il avait servi dans le Pacifique, mais il n'a jamais mentionné l'astuce du fil de fer. Il n'a jamais dit qu'il avait sauvé des milliers de vies. Il a simplement fait son travail et est rentré chez lui. Le véritable héroïsme ne cherche souvent pas les projecteurs. Parfois, il est silencieux. Parfois, c'est un homme avec une pince, un morceau de fil de piano et le courage de faire confiance à ses propres observations quand tous les autres suivaient les ordres. Et la modification du fil de fer n'a pas disparu avec la fin de la guerre. Ces principes ont façonné l'ingénierie aéronautique d'après-guerre de manière que nous ressentons encore aujourd'hui. Lorsque les ingénieurs de Lockheed ont finalement analysé la modification de Foster en détail en 1944, ils ont réalisé quelque chose de profond. Le problème n'était pas la conception théorique du moteur. C'était la différence entre la façon dont le moteur était censé fonctionner sur le papier et la façon dont il fonctionnait réellement en vol, sous le stress du combat. Cette perception a transformé la façon dont les avions ont été conçus
après la Seconde Guerre mondiale. L'industrie aéronautique a commencé à valoriser les tests sur le terrain et les retours des pilotes et des mécaniciens de première ligne d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. La culture a changé. Les solutions simples de terrain n'étaient plus automatiquement écartées. Les ingénieurs ont commencé à passer du temps sur les bases, à observer la maintenance, à écouter les mécaniciens. Dans l'aviation civile, les principes de l'astuce du fil de fer ont influencé les systèmes de gestion du carburant des avions modernes. Les systèmes de tension de câbles qui contrôlent les surfaces de contrôle critique des avions commerciaux doivent leur lignée conceptuelle à l'observation de Foster, selon laquelle la tension, et non le jeu, était la clé d'une réponse fiable de l'accélérateur. Les régulateurs de débit de carburant des moteurs à réaction modernes intègrent des principes de tension et de contrôle de déflexion qui font directement écho à la solution du fil de piano. En 2003, le National Museum of the United States Air Force à Dayton, Ohio, a inauguré une exposition permanente sur les innovations de terrain pendant la Seconde Guerre mondiale. La modification du fil de Foster y est mise en évidence. Il y a une recréation de l'astuce du fil de fer sur un véritable moteur de P-38. La plaque indique « Sergent Charles Foster, Pacific Sud, 1943 ». Sa solution non autorisée a sauvé des milliers de vies. Un rappel que l'innovation vient souvent de sources inattendues. Alors, pourquoi les solutions simples sont-elles systématiquement négligées? Pourquoi a-t-il fallu un mécanicien de première ligne pour résoudre un problème que des ingénieurs hautement qualifiés dans les bureaux de Burbank n'ont pas réussi à résoudre? La réponse réside dans ce que les psychologues appellent le biais d'autorité. Nous supposons que les personnes ayant des titres, des diplômes et des accréditations doivent avoir les meilleures réponses. Nous ignorons les solutions qui proviennent de sources inférieures. Un mécanicien avec un fil de piano ne peut pas avoir la réponse que des ingénieurs avec des diplômes avancés et des laboratoires d'essais n'ont pas pu trouver. Sauf qu'ils l'avaient. Il y a aussi le biais de complexité. Nous supposons que les problèmes complexes exigent des solutions complexes. Les ingénieurs ont conçu des modifications élaborées de carburateurs parce que le problème semblait exiger une réponse élaborée. Foster a vu la vérité. Le problème n'était pas complexe, il était simple. Et les solutions simples fonctionnent. Mais peut-être la leçon la plus profonde est celle-ci. L'expertise théorique et l'observation pratique sont des formes de connaissances différentes. Les ingénieurs savaient comment le moteur était censé fonctionner sur la base des conceptions et des tests en laboratoire. Foster savait comment le moteur fonctionnait réellement sur la base d'une observation directe dans des conditions de combat. Les deux formes de connaissances sont précieuses. Mais lorsqu'il y a une divergence entre la théorie et la réalité l'emporte toujours. Cette histoire révèle quelque chose de fondamental sur l'innovation. Elle vient souvent de sources inattendues. Pas des personnes que l'on attendrait, pas des experts accrédités, mais des personnes qui sont sur le terrain, les mains sales, observant ce qui se passe réellement au lieu de ce qui devrait se passer. La leçon plus large, ne rejetez pas les solutions en raison de leur simplicité ou de leur source. Écoutez les personnes en première ligne. Valorisez l'observation autant que la théorie. Et quand quelqu'un sans qualifications officielles dit « J'ai vu un problème et j'ai une solution », au moins écoutez. Parce que parfois la personne avec la pince et le fil de piano voit quelque chose que la personne avec le diplôme et le laboratoire ne peut pas voir. Rappelez-vous d'où nous sommes partis. Des milliers de pilotes mouraient, malgré toutes les mesures officielles, malgré des équipes d'ingénieurs, malgré des laboratoires d'essais. Malgré des modifications autorisées, les pilotes continuaient de tomber du ciel parce que leur moteur s'étouffait à des moments critiques. Et puis un mécanicien avec un simple morceau de fil a changé cela, non pas avec une technologie avancée, non pas avec une analyse complexe, mais avec l'observation, le courage et la volonté de remettre en question des hypothèses erronées. Charles Foster a défié l'autorité établie pour sauver des vies. Il a vu que la solution officielle ne fonctionnait pas. Il a créé quelque chose de mieux. Il a risqué des conséquences pour avoir enfreint les protocoles parce qu'il savait qu'il avait raison. Et il avait raison. 3000 pilotes ont vécu parce qu'un homme a décidé que les ordres n'étaient pas plus importants que les vies. C'est le véritable héroïsme. Pas seulement le courage physique de voler au combat, mais le courage intellectuel de défier l'autorité quand vous savez que vous avez raison. Le courage moral de risquer votre carrière, votre réputation, peut-être même votre liberté, pour faire ce qui est nécessaire. Foster l'a fait, et des milliers de familles sont restées intactes grâce à cela. L'impact total.
On estime qu'entre 1500 et 3000 pilotes ont survécu directement grâce à la modification du fil de fer. Des milliers de missions ont été accomplies qui auraient autrement échoué. Des centaines de familles ont été réunies après la guerre qui auraient autrement reçu des télégrammes dévastateurs. Des générations de descendants existent parce que Foster n'a pas accepté que c'est comme ça. Dans le travail silencieux des mains d'un mécanicien, des milliers ont retrouvé le chemin de la maison. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que les héros de l'histoire ne sont pas toujours ceux dont nous nous souvenons. Ce ne sont pas toujours les généraux dont les noms figurent dans les livres d'histoire. Ce ne sont pas toujours les pilotes dont les exploits sont célébrés. Parfois, ce sont les mécaniciens dans les tranchées, les soldats sans grade, les gens qui voient simplement un problème et refusent d'accepter qu'il n'y a pas de solution. Si cette histoire vous a touché, assurez-vous qu'elle ne soit pas oubliée. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de courage silencieux et d'innovation inattendue. Parce que ces histoires comptent, elles nous rappellent que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence, que vous n'avez pas besoin d'un titre ou d'un diplôme pour changer le monde, juste le courage de voir clairement, d'agir de manière décisive et de défendre ce qui est juste. Et la prochaine fois que quelqu'un dira « ça ne peut pas être si simple », souvenez-vous de l'astuce du fil de fer. Souvenez-vous que des milliers de pilotes mouraient pendant que les ingénieurs cherchaient des solutions complexes. Et souvenez-vous qu'un mécanicien avec un fil de piano a prouvé qu'ils avaient tous tort. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un avion commercial dans le ciel, volant en toute sécurité à 11 000 mètres d'altitude, sachez qu'il bénéficie des principes que Charles Foster a été le pionnier sur une base aérienne poussiéreuse du Pacifique Sud en 1943. Système de contrôle de carburant, gestion de la tension des câbles, la culture de valoriser les innovations de terrain. Tout cela remonte à un homme qui a refusé d'accepter que la solution officielle était suffisante. Vies estimées sauvées par la modification du fil de fer. 3000. Années d'impact sur les principes d'ingénierie aéronautique. Plus de 80 ans. Et cela continue. L'héritage d'un mécanicien qui a fait davantage confiance à ses mains et à son observation qu'aux bureaucraties officielles, intemporelles et universelles. Parfois, l'héroïsme ne porte pas d'uniforme de gala. Parfois, il porte une salopette tachée de graisse. Et parfois, l'outil qui change l'histoire n'est pas une arme ou une bombe, mais un simple morceau de fil de piano, plié en forme de Z, installé par des mains qui savaient que des vies valaient plus que des protocoles.